Pardon, excusez-moi, je vais... Excusez-moi, je vais reprendre. On avait lancé l'enregistrement. Donc, bienvenue à ce webinaire du risque, le réseau inondation intersectorielle du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes nombreux, presque une cinquantaine aujourd'hui. Je me présente d'abord. Mon nom, c'est Mario Gauthier. Je vais agir comme animateur. Je suis professeur au département des sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis aussi directeur de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Et puis, je suis co-responsable au risque de l'axe aménagement du territoire, gouvernance et encadrement réglementaire. Et il me fait plaisir de vous présenter notre conférencière invitée, Mme Catherine Marchand, qui est directrice du module de l'aménagement du territoire et du développement économique à la Ville de Gatineau et qui est forcément très impliquée dans le dossier des inondations. Alors, je la remercie d'emblée d'avoir accepté notre invitation. Je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt. Vous êtes nombreux. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole et vous dire qu'on se réserve une période de 15 minutes, donc après une présentation d'environ 45 minutes d'échange, de questions que je vais animer. Donc, je vous demanderai de signifier, de lever la main. Et puis, je donnerai la parole à tour de rôle. On aura, j'imagine, le temps pour 4 ou 5 questions. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Marchand qui peut débuter en partageant son écran. Bonjour à tous. Je voudrais remercier Mario de m'avoir invité à participer à cet exercice. J'y viens avec une certaine humilité. Je ne suis pas un expert en hydraulique ou en hydrologie. Je ne prétends pas à cette expertise des sciences physiques et des sciences de la nature. Je suis économiste et je suis urbaniste et je dis souvent, je suis masochiste. Parce qu'être économiste, on a toujours tort et quand on est urbaniste, on n'a jamais raison. Mais c'est avec donc une certaine humilité que je me présente aujourd'hui devant vous pour parler de Gatineau comme un laboratoire urbain pour repenser la gestion des zones à risque d'inondation. Je veux savoir, excusez, j'ai un petit... Ah voilà, excusez-moi. Toutes les technologies nous demandent une adaptation. Donc, pourquoi Gatineau comme un laboratoire urbain? D'abord parce que ça a été un territoire qui est un important territoire inondé. Pour ceux qui ne connaissent pas le territoire, nous sommes, la ville de Gatineau, évidemment, longe la rivière des Outaouais, mais comprend également la rivière Gatineau, la rivière du Lièvre et la rivière Blanche. Et principalement, la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau ont causé en 2017 et 2019 des inondations majeures, les plus importantes depuis celles de 1974 et 1976, comme d'ailleurs dans la région métropolitaine plus en amont. Il y a plus de 2000 bâtiments, principalement résidentiels, qui ont été touchés et quelques 200 bâtiments ont été démolis et les terrains devenus vacants ont été cédés à la ville de Gatineau. La légende urbaine veut que les gens qui occupent les rives et qui sont en zone inondable sont des arrivants récents. Les milieux qui sont touchés à Gatineau, ce sont des milieux urbains au cœur de la région métropolitaine Ottawa-Gatineau, qui sont en très grande majorité construits de longue date, notamment le secteur Pointe-Gatineau et la rue Jacques-Cartier, dont le développement remonte au milieu du 19e siècle. Plusieurs des autres secteurs ont d'abord été occupés à des fins de villégiature, puis sont devenus au fil des temps des lieux permanents d'habitation. On a ici des images assez éloquentes des inondations de 2019. Ce secteur a fait l'objet d'un important projet de plus de 30 millions de dollars pour refaire une voie et aménager des espaces pour les cyclistes et les piétons pour profiter de la rivière des Outaouais. Et vous voyez que la rivière s'est chargée de réoccuper l'espace. C'est un des secteurs qui est éloigné de la rivière. On ne voit pas la rivière lorsqu'on est dans ce petit quartier. Mais par contre, la rivière s'est retrouvée ces maisons-là. Et vous voyez
un grand nombre de ces maisons qui sont devenues inaccessibles et qui forment en quelque sorte des îles. Ici, on a des propriétés qui sont directement sur la rive, qui ont effectivement subi des inondations, mais tout autant, et sinon, mais pas nécessairement autant que les propriétés qui se trouvent à l'arrière. Donc, ça vous donne quand même une image de ce que ça peut vouloir dire. Donc, on a une expérience de première main à vivre l'inondation sur notre territoire, mais on a aussi une longue feuille de route en matière de gestion des zones inondables. Depuis son adoption en 1989 par le gouvernement du Québec, Gatineau applique la politique sur la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Les dispositions de cette politique, imposées via le processus de mise en vigueur des schémas d'aménagement et de développement successifs, sont intégrées au règlement de zonage et de construction de la ville de Gatineau. J'insiste sur cet élément parce qu'un des échecs de la politique, qui est dans les différents rapports qui ont été produits, ce n'est pas nécessairement la politique comme telle, bien qu'elle ait de sérieuses limitations, mais c'est le fait qu'elle n'a carrément pas été appliquée. Fondée sur une approche de gestion, cette politique est fondée sur une approche de gestion des activités, des bâtiments, des infrastructures et des travaux, essentiellement motivée par des objectifs environnementaux et de sécurité publique. Cette politique, je l'ai dit, a clairement démontré ses limites, car elle ne repose pas sur une vision d'aménagement durable du territoire. Nous sommes aussi un laboratoire urbain parce que nous sommes une des 8 villes mandataires à qui le gouvernement du Québec a confié la production d'une nouvelle cartographie des zones à risque d'inondation. À Gatineau, nous disposions de 2 cartes des zones de récurrence 20 et 100 ans, approuvées par le gouvernement du Québec, l'une pour la rivière des Outaouais qui avait été produite sur la base des cotes de 2007 par le CEHQ, et l'autre pour la rivière Gatineau, qui a été produite pour la ville de Gatineau et approuvée par le CEHQ en 2013. Ces 2 cartes reposaient sur des méthodologies différentes, avec des données dont la précision variait, et en l'absence d'un modèle intégré, les cotes de crue à la confluence des rivières Gatineau et des Outaouais différaient de manière substantielle. Sur un même terrain, il peut y avoir des écarts dans la cote entre 30 à 80 cm. C'est donc dire l'imprécision et la difficulté de gérer avec de tels instruments. En 2018, suite aux inondations, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a confié à la Ville la production d'une nouvelle cartographie des zones à risque d'inondation devant respecter les lignes directrices édictées par le gouvernement. C'est la Ville qui a proposé au ministère d'élargir la portée du mandat pour inclure les territoires voisins. En principe, l'eau ne connaît pas les frontières administratives. Donc, pour inclure ces territoires, soit des territoires de la MRC Pontiac, des collines de l'Outaouais et Papineau, pour assurer une plus grande cohérence à l'échelle du territoire et notamment lorsque des décisions en matière d'aménagement du territoire devront être prises. Donc, ainsi, cette cartographie, initialement, comportait seulement les 4 rivières sur le territoire de la ville de Gatineau, sur 453 km. Se sont ajoutés 112 km de rivières, tant sur la rivière des Outaouais, mais aussi d'autres rivières, c'est-à-dire la rivière Noire, la rivière Coulanges, la rivière Cuillon et le cours d'eau Tracy, ainsi que la rivière Petite-Nation. Donc, c'est un assez vaste territoire. Nous n'avons pas couvert la totalité de la rivière Gatineau. Nous sommes limités à la portion urbanisée de cette rivière à l'intérieur de la MRC des collines de l'Outaouais. Conformément aux lignes directrices, cette cartographie, elle comprend une cartographie dynamique qui est maintenant basée sur une modélisation hydrodynamique 2D, qui est constituée d'un seul modèle continu et qui prend son assise sur un modèle numérique de terrain qui est de haute précision. C'est aussi parce que la cartographie, elle a été livrée, elle est en attente d'approbation du gouvernement. Cette cartographie, elle est aussi prédictive pour identifier l'étendue des crues, pour offrir de l'information essentielle pour les premiers intervenants, pour qualifier le niveau de risque en fonction de la vulnérabilité et pour identifier des interventions prioritaires, notamment en lien avec la hauteur de submersion critique.
Ce qui nous distingue à Gatineau, c'est que nous avons aussi procédé au relevé de quelques 160 ouvrages qui ont été intégrés au modèle hydrodynamique 2D. Donc, ça nous donne une information que peu d'autres territoires, dont peu d'autres territoires disposent. Et on a aussi fait procéder par l'IDAR terrestre, qui intègre la vidéo numérique, au relevé des niveaux des rez-de-chaussée et à l'élévation des margelles sur près de 3/4 des bâtiments dans la zone. Cet exercice va probablement être complété, mais il y a des enjeux, notamment lorsqu'on est dans des zones très peu denses, et il y a des enjeux parfois d'accès à ces bâtiments à partir d'une route publique. Donc, nous examinons la possibilité de compléter ces relevés-là, puisqu'il s'agit de données fondamentales lorsqu'on veut considérer l'impact en fonction de la submersion. Donc, on donne ici l'exemple, on est en mesure avec les données de qualifier l'élévation précise d'une margelle, comme on était capable de qualifier le niveau du rez-de-chaussée. En complément à cet exercice de cartographie, mais bien entendu fortement lié à cet exercice, la Ville a choisi d'entreprendre un exercice de typologie et de caractérisation des inondations. C'est en quelque sorte une étude d'opportunité qui vise à identifier les pistes de solutions à explorer en vue d'atténuer les risques et de mieux protéger les personnes et les biens dans une perspective d'aménagement du territoire. M'excuserez l'anglais, mais le one size fits all, ce n'est pas très applicable en territoire inondé. On a des caractéristiques topographiques, on a des caractéristiques d'occupation du territoire, on a ou non présence d'infrastructures essentielles. Tous ces éléments doivent être pris en compte lorsque l'on veut véritablement gérer le risque dans une zone inondable. Le mandat qui est présentement en cours doit étudier l'évolution morphologique et les caractéristiques hydrauliques actuelles des différents tronçons des rivières sous étude et caractériser les types d'inondations probables, classifier les risques par secteur, identifier et proposer une définition de la tolérance au risque selon les secteurs. Une tolérance qui fait référence à la fois à la capacité des bâtiments à résister à une crue, mais aussi à la capacité des intervenants et à des propriétaires à mettre en place des mesures temporaires de protection. Ce mandat devrait permettre d'identifier les travaux, mais au niveau de la piste de solution, qui pourraient permettre de protéger les riverains contre les crues, ce qu'on appellera les ouvrages d'atténuation des risques. Mais ça nous conduira peut-être également à identifier des secteurs où c'est la relocalisation des populations qui serait à envisager. Avec la mise en place des bureaux de projet par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cette étude pourra servir d'intrant aux études plus approfondies qui devront être menées par ces bureaux en vue de leur proposer un plan d'intervention. Pourquoi sommes-nous un laboratoire urbain? Nous le sommes aussi parce que nous sommes un participant actif à la réflexion sur le cadre de gestion des zones à risque d'inondation. Lors des inondations de 2017, la Ville de Gatineau a fait valoir que l'approche gouvernementale inscrite dans le décret sur la zone d'intervention spéciale, auquel s'ajoutaient les mesures dans le programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique, aurait des conséquences majeures sur le tissu urbain dans les quartiers établis de longue date. L'expression « trou de gruyère » a largement circulé pour décrire l'effet des mesures du décret. Et je dois admettre qu'il s'agit de mon erreur parce que j'aurais dû parler de trou d'émental parce qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère. Mais le gouvernement nous a entendus et il a autorisé une dérogation à portée collective pour une portion de notre territoire permettant la reconstruction de bâtiments qui étaient autrement interdites par le décret dans une zone qui répondait à des critères spécifiques en fonction de la densité, de sa localisation et du mode d'occupation. Accordée trop tard, cette mesure n'a pas eu d'effet et les impacts du décret sont malheureusement bien visibles sur le territoire, comme l'illustrent ces deux images. L'image
la partie supérieure, c'est ce qu'avait l'air ce quartier en 2017, avant la crue de 2017. Et voici ce qu'il reste de ces 3, 4, 5 rues en 2000, après la crue de 2017. Il y a une erreur, je suis désolée. Cette photo est prise en 2019, alors que la plupart des démolitions ont déjà été complétées. Vous voyez donc des maisons qui se retrouvent presque seules sur un tronçon de rue, plusieurs bâtiments où il n'y a plus de voisins, des pâtés complets de maisons qui ont été démolies. Je note aujourd'hui la présence de Mme Nadeau, qui était la conseillère municipale de ce secteur touché, et je suis certaine que ça lui rappelle de bien mauvais souvenirs. Nous avons donc été proactifs lors des inondations de 2017, mais depuis 2019, nous avons été tour à tour membres du comité consultatif municipal qui mis sur pied pour conseiller le gouvernement sur le plan d'action en aménagement du territoire relatif aux inondations. Plusieurs d'entre vous avaient participé à l'autre comité, soit celui des experts. Il était frappant, lorsque nous avons vu les 2 rapports finaux déposés, de voir combien nous avions des éléments communs, combien nous avions fait consensus, notamment sur la recommandation au gouvernement de confier à un organisme, un responsable, un porteur de dossier, la gestion de ce plan d'action. Nous n'avons pas été écoutés et nous avons maintenant un comité interministériel formé de 4 comités qui tentent de mettre en œuvre plus d'une vingtaine de mesures. Nous avons été membres du comité, nous sommes toujours membres du comité consultatif pour l'élaboration du nouveau cadre normatif pour la gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable. Nous participons à de nombreux comités techniques issus du plan d'action, en plus de remettre des données permettant au MELCC d'évaluer les impacts des propositions qu'il étudie. Nous avons fait valoir, avec d'autres partenaires du secteur municipal, les limites de l'approche préconisée par le MELCC, une approche fondée sur une gestion du parcellaire et non sur une gestion de l'aménagement du territoire. Le règlement transitoire qui va entrer en vigueur le 1er mars 2022 ne s'éloigne pas de cette approche parcellaire. S'il a changé de vocabulaire, il continue de gérer, entre guillemets, le risque à l'échelle du lot, pas à l'échelle d'un milieu ou d'un tissu urbain. Je voudrais illustrer ici ce que ça veut dire ou ce que ça peut vouloir dire, la différence entre une approche parcellaire et une approche d'aménagement du territoire. Les cartographies que je vous présente ici, c'est le résultat de l'ensemble de l'étude de cartographie et c'est la cartographie qui illustre la profondeur, donc la hauteur d'eau sur ce secteur. J'ai choisi le secteur où vous avez vu l'importance des démolitions tout à l'heure. C'est le secteur ici, là. Ça correspond à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça nous permet, l'information que nous avons, ainsi que l'information que nous avons sur les rez-de-chaussée et sur les margelles, nous permettent de déterminer, selon la crue, selon la récurrence de cette crue, quels sont les bâtiments qui sont ou non submergés. Et ce que j'aimerais d'abord attirer votre attention, c'est sur les rues. Nous sommes ici dans la situation d'une crue de récurrence 20 ans. Cette rue, qui est une rue majeure, chemin Saint-Louis, on est ici, on a plus d'1 mètre d'eau en crue vingtenaire sur cette rue. Sur les terrains, il y en a où on a plus d'1 mètre d'eau, mais on se trouve dans des terrains qui sont majoritairement dans cette portion, en deçà de 50 cm d'eau sur le terrain. Mais néanmoins, à cause des conditions de ces bâtiments-là, à cause de la hauteur du rez-de-chaussée ou de la présence d'une margelle, tous les bâtiments que vous voyez qui sont surlignés en vert, avec le grand trait noir, ici c'est un bâtiment où il y a relativement une hauteur d'eau faible, 25 cm, mais ce bâtiment est submergé.
parce qu'il est, compte tenu de ses conditions de construction. Donc, vous voyez ici un nombre assez important de bâtiments qui sont submergés. Dans les bâtiments qui ont été touchés dans cette zone-là, j'ai 27 bâtiments, donc 14, en fonction des règles qui ont été appliquées ici, étaient submergés. Quand j'ai une approche parcellaire, je ne regarde pas les conditions d'accès à ces bâtiments-là. Je ne regarde pas les impacts lorsque l'événement se produit sur la sécurité des personnes. Ici, c'est une simulation qui est fondée sur une crue de récurrence 100 ans. Vous voyez que le niveau des eaux dans la majorité de la zone atteint maintenant plus d'1 mètre. Et bien entendu, le nombre de bâtiments touchés et le nombre de bâtiments submergés est très significatif. L'ensemble de ce secteur devient inaccessible et dans la crue de 2017 comme la crue de 2019, c'est une situation que nous avons vécue sur le terrain. Ce n'est pas, un reflet d'un modèle, le modèle reflète très bien la réalité dans ce cas-ci. On a augmenté le nombre de bâtiments qui sont touchés, on est passé de 27 à 74, mais on a aussi augmenté de façon significative le nombre de bâtiments submergés. Dans une approche parcellaire, comme celle qui est présentement inscrite dans le règlement dit transitoire, tout bâtiment dont la valeur des dommages est supérieure à 50% du coût à neuf doit être démoli. Ce que nous avions dit à l'époque, en 2017, c'est que nous allions procéder à une attrition à chaque inondation, graduelle. Au fur et à mesure des inondations, on allait voir disparaître des bâtiments, l'un après l'autre. Malheureusement, ça se démontre très bien. C'est mon cas préféré, puis j'ai vu plusieurs noms que je connais et qui sont inscrits à la conversation aujourd'hui. C'est ce que j'appelle les butons. Nous sommes ici sur le boulevard Urtubise et on voit toute une série de terrains qui sont construits et ils sont entourés de blanc parce qu'ils sont au-dessus de la côte vingtenaire. Et vous verrez dans quelques minutes qu'ils sont aussi au-dessus de la côte centenaire. Ce sont des terrains qui ont vraisemblablement été remblayés parce qu'à voir la forme, c'est rare que la nature suive des lignes de l'eau. C'est vraisemblablement des terrains qui ont été remblayés dans le passé, sur lesquels on a construit des bâtiments. Et parce que, historiquement, la ville de Gatineau appliquait les mesures de la politique sur la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable, ces bâtiments sont pour plusieurs immunisés, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée se situe au-dessus de ce qui était identifié comme la côte centenaire au moment où ces bâtiments-là ont été construits. Mais ce qu'on remarque, et là on est dans une crue vingtenaire, c'est que ces bâtiments se trouvent encerclés d'eau, complètement encerclés d'eau, et ce qui se trouve dans leur cour arrière comprend des niveaux d'eau qui sont largement supérieurs à 1 mètre, de même que ce qui se trouve devant chez eux. Même le boulevard, le niveau d'eau est entre 50 et 75 cm. Si je me rends maintenant j'illustre une récurrence centenaire, on voit que l'eau se rapproche, mais mes bâtiments qui sont entourés de blanc sont toujours entourés de blanc. J'ai par contre des bâtiments probablement plus anciens qui n'ont pas été construits avec des mesures d'immunisation, qui se trouvent à être submergés parce qu'ils ont soit des margelles, soit que leur rez-de-chaussée est en dessous du niveau de l'eau dans le cadre de la crue centenaire. Et pour le plaisir, vous savez que dans le cadre des lignes directrices, nous avions l'obligation de faire une cartographie pour ce qui a été appelé la crue 350 ans. On peut plutôt l'appeler la crue extrême ou la crue qu'on présume être extrême. Et lorsqu'on est là, je vais juste reculer, je vous signale qu'il y a 1 mètre d'eau, plus qu'1 mètre d'eau. En fait, je sais qu'il y a 1,5 mètre d'eau et plus sur le boulevard Urtubise. Aucun de ces bâtiments-là n'est accessible. Donc, tous ces gens-là doivent être évacués. Je suis en crue dite, je vais l'appeler extrême.
il y a encore des bâtiments qui sont entourés de blanc. Ça vous dit à quel point la hauteur du terrain a été rehaussée. Mais ce que ça montre quand même, c'est que malgré que ces bâtiments sont, dans certains cas, immunisés, ils sont maintenant submergés dans le cadre d'une crue de 350 ans. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre combien l'approche que nous avons eue historiquement nous a conduit où on est. À vouloir gérer lot par lot ce qui est autorisé et interdit, on a perdu de vue l'ampleur ou la conséquence de ces décisions individuelles. Ce que je voudrais aujourd'hui vous inviter, c'est à remettre l'aménagement du territoire au cœur de notre réflexion. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, je vous dirais même tous, des experts reconnus dans vos domaines respectifs. Mais notre défi collectif, et on en parlait quelques minutes avant cette session, c'est de développer un langage commun et une compréhension globale pour assurer une gestion durable des zones à risque d'inondation. Qu'est-ce que je veux dire par cette compréhension globale? Moi, je suis urbaniste. J'ai besoin qu'on m'explique, qu'on me fasse comprendre ce que je dois retenir des conclusions d'une étude hydraulique ou d'une étude hydrologique. Comment ces résultats vont-ils influencer les décisions que je peux recommander en matière d'aménagement? Donc, je dois être capable de comprendre. Et inversement, est utile que les gens qui produisent des études de ce type, qui livrent de la cartographie, qui font des études sur la typologie, soient en mesure de comprendre les limites que nous avons en matière de gestion de l'aménagement et d'être informés par notre connaissance du territoire pour mieux nous outiller sur la façon de gérer ces risques, ces zones à risque d'inondation. Je le sais, c'est l'objectif du risque, c'est de mettre à contribution l'ensemble de ces expertises pointues, spécialisées, mais le défi, bien sûr, c'est d'avoir une meilleure connaissance des risques d'inondation, c'est de développer, je l'ai dit, ce langage commun et cette compréhension globale qui va tenir compte des impacts environnementaux, des impacts sociaux et de la santé, des impacts financiers et des impacts potentiels des mesures tant physiques que réglementaires par rapport à la gestion de ces zones. En 2019, le conseil municipal a décidé de constituer un comité d'experts pour le guider dans l'évaluation des différents outils, dans l'évaluation de la cartographie, de l'étude sur la typologie, mais aussi dans l'évaluation des propositions éventuelles d'intervention tant réglementaires que physiques qui pourraient être explorées pour atténuer ou réduire les risques. Et ce conseil a demandé à ce comité, dont fait partie Mario Gauthier, j'aurais dû le dire, et peut-être d'autres personnes qui sont aujourd'hui ici, mais je ne peux pas voir tout le monde, des principes fondamentaux que je souhaite vous rappeler, qui restent pour nous à la ville de Gatineau, des principes que nous retenons à chaque fois que nous examinons les résultats des études et les conclusions que nous pouvons en tirer en matière d'aménagement du territoire. Et ces principes-là, on ne les a pas inventés. Ce sont 5 des 16 principes de la loi sur le développement durable du gouvernement du Québec. Le premier, ils ne sont pas en ordre d'importance. Pour moi, ils ont tous droit au chapitre. Le premier, c'est l'équité et la solidarité sociale. Et dans le contexte où on parle de zones d'inondation, nous devons avoir un souci d'équité intra- et intergénérationnelle. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui ou que nous refusons de prendre aujourd'hui vont avoir des conséquences pour ceux qui seront là demain. Donc, ça, c'est une perspective que nous devons retenir. Et nous devons bien sûr retenir des principes d'éthique et de solidarité sociale. Si nous proposons des mesures pour réduire le risque qui ne bénéficient qu'à certains au détriment de d'autres,
Nous devons être capables de faire une justification de ces choix-là, mais nous devons surtout examiner si c'est un choix que l'on veut faire et les conditions auxquelles on va le faire. La prévention, bien sûr, vous êtes tous dans le domaine. En présence d'un risque connu, on doit mettre en place des mesures de prévention, d'atténuation et de correction. La précaution, c'est un des principes que j'aime beaucoup. S'il y a un risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de la qualité de vie des citoyens. Je sais que vous êtes nombreux ici à être des universitaires qui ont à cœur que leur recherche soit la plus complète possible, que les résultats soient les plus solides, que vous puissiez les défendre. Mais je le disais avant l'entrée de cette présentation, nous avons déjà appris tellement depuis 2017 qu'il ne faut pas se priver de cette connaissance pour ne pas agir. La santé et la qualité de vie, ce sont des éléments primordiaux. Les personnes, la protection de leur santé, l'amélioration de leur qualité de vie doivent être au centre des préoccupations. Quand on voit un quartier comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est qu'une petite partie du quartier qui a vécu ce mitage, pour reprendre la terminologie d'une des universitaires que nous côtoyons assez souvent, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont une qualité de vie lorsqu'ils se retrouvent seuls au bout de la rue, où il y a parfois plus d'éclairage et où, lorsqu'on se retrouve dans un territoire où il n'y a presque plus personne, ça invite d'autres occupants. Et la protection de l'environnement, que je ne veux certainement pas minimiser, et ça doit faire partie intégrante du processus d'évaluation. Et je ferai ma remarque que certains me reprochent, mais l'humain fait partie de l'environnement, ce n'est pas juste nos charmants animaux et notre faune et notre flore. Nous vivons aujourd'hui les conséquences de décisions qui ont été prises en matière d'aménagement du territoire il y a près de 50 ans. Je vous dirais même, dans certains cas, il y a plus de 100 ans. Mais si je reprends le secteur dans lequel on retrouve le petit secteur dont je vous ai montré tout à l'heure, il se trouve là. En 1965, ce secteur, oui, parce que je l'ai dit, c'est un secteur où l'occupation a commencé au milieu du 19e siècle. Il y avait donc, comme partout au Québec, des habitations implantées tout le long de la rivière. En 65, on s'était déjà reculé, on avait déjà construit plus avant. Mais on avait ici ce qui s'appelle le ruisseau Moreau, qui occupait un espace assez signifiant avec ses ramifications et qui allait se continuer à l'intérieur d'un secteur qui était fortement boisé. On avait déjà la présence d'une voie ferrée qui est surélevée, qui traverse sur le pont Noir, qui traverse la rivière Gatineau. C'était les conditions qu'on avait et on avait du développement. On avait très peu de développement de l'autre côté de la voie ferrée. Mais en 1976, il y a un changement majeur dans ce secteur. On a construit l'autoroute 50. On est avant la loi sur la qualité de l'environnement. Les études d'impact, ça n'existait pas. On construit une autoroute qui, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, a spécifiquement été inondée en 2017. Il n'a pas été en 2019 parce que le ministère a mis en place des mesures préventives, mais en 2017, il n'avait rien mis en place et elle a été inondée. Et ce sont des conséquences majeures car c'est un des liens principaux à l'échelle de la région métropolitaine d'Ottawa-Gatineau. Donc, on voit que oui, il y avait eu du développement, le développement s'était augmenté, mais je vous invite à chercher, même si la qualité de la photo n'est pas extraordinaire, vous constaterez quand même qu'on a grugé sur la rive du ruisseau Moreau, que celui-ci tente à disparaître à travers le territoire, et donc on est venu modifier l'hydrographie de ce secteur. Et en 2019, tout le territoire que vous voyez illustré en couleur ici est du territoire qui a été inondé. Et vous voyez cet intrus ici, ce grand intrus ici, qui s'appelle un smart shunter. Je ne ferai pas de commentaires comme je le fais d'habitude,
mais vous l'entendez, j'en suis sûre. Ce Smart Center, il a été construit sur du terrain remblayé en 1992 suite à l'émission d'un certificat d'autorisation par le gouvernement du Québec. Les matériaux de remblai qui sont là, c'est des matériaux de remblai, notamment de construction d'autoroutes ou de routes, dont on ne savait que faire des matériaux et on est allé les entreposer là. Donc, on se retrouve avec un terrain qui, vous le constatez, n'est pas inondé. Son petit bassin de rétention ici, évidemment, est inondé. Tout le chemin qui est ici, tout le fossé qui est ici est inondé, mais lui ne l'est pas. Par contre, ce territoire a subi des niveaux d'eau supérieurs à ce qu'il aurait subi si on n'avait pas procédé au remblai de ce terrain. Et on voit que le ruisseau Moreau, par rapport à sa forme qu'il avait, il est redevenu linéaire. Il est ici canalisé pour aller finalement se rejeter dans la rivière. Et il reste ici une petite partie à l'état, entre guillemets, naturel. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de prendre un peu de recul et de comprendre que d'une part, nous devons prendre des décisions sur l'aménagement du territoire et nous devons le faire non pas seulement en fonction d'aujourd'hui, mais en fonction de demain. Je vous remercie. Merci infiniment, Mme Marchand, pour cette belle présentation qui se termine, je dirais, avec une grande ouverture à la discussion. On dispose quand même de 15-20 minutes pour échanger. Je vous invite à utiliser la fonction qui permet de lever la main dans le dispositif en français sur Zoom. Là, c'est dans Réaction. Il y a la possibilité de lever la main. Je vois tout de suite une main levée d'une personne que nous connaissons bien. Tous, Mme Myriam Nadeau, qui est conseillère du quartier dont on vient de parler. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je donne la parole à Mme Nadeau. Oui, bien, en fait, ancienne conseillère, aujourd'hui, je me plais bien à être qu'une simple citoyenne, mais qui continue beaucoup à s'impliquer, notamment dans ce dossier-là, d'où mon intérêt à être avec vous aujourd'hui. Moi, j'attends avec beaucoup d'anticipation, en fait, des directives par rapport au gouvernement sur toute la notion de relocalisation, parce que pour avoir eu avoir des témoignages de première main de certains riverains qui habitent justement dans des maisons qui ont été construites où on exigeait des niveaux d'immunisation sanitaire, mais dans un secteur où l'ensemble des infrastructures ont été construites sans pouvoir affronter ces niveaux d'eau. Ces gens-là se retrouvent avec très peu de dommages quand il y a des inondations, donc un peu prisonniers de la maison qu'ils ont sur des rues où il reste maintenant 1 ou 2 ou 3 maisons. Donc, fiscalement parlant aussi pour la municipalité, ce n'est pas très intéressant, mais eux n'ont pas les moyens de quitter. Fait que moi, il y avait une diapositive où on parlait de ça là, avec le bureau de projet. Donc, moi, je suis comme intéressée de savoir comment ça s'achemine, cet aspect-là, parce que pour répondre à la question ouverte de Mme Marchand sur il faut penser à comment on construit comment on vit là pour l'avenir. Moi, je ne pense pas que la solution, c'est de relocaliser tout le monde. Je pense que c'est un équilibre entre les deux, de relocaliser certaines personnes et d'essayer de recréer des milieux éponges, des milieux hydriques. Le ruisseau Moreau, en fait, c'est une grande aberration qu'on ait laissé remblayer un ruisseau pour construire un peu plus au nord dans ce district-là. On s'est quand même économisé d'un deuxième stupid center, moi je vais le dire, là, où l'autre côté de l'autoroute où on voulait quelques mois seulement à peine après les inondations de 2017. Fait qu'on a au moins ce bon coup-là dans notre jeu dont on peut se vanter en quelque sorte aujourd'hui, mais beaucoup d'erreurs ont été faites. Puis moi, je trouve qu'une des préoccupations qu'on doit avoir, c'est l'équité. Souvent, les gens
moi, je ne peux pas comprendre qu'on a accordé des permis sur un terrain qui a tout d'un coup se retrouve au-dessus d'une zone 100 ans, mais qui ne l'était pas il y a 5-10 ans, la première fois où la demande de permis a été faite. Puis ça, c'est des erreurs qui datent de des décennies avant nous, mais sur lesquelles on n'a pas jugé pertinent d'être plus rigoureux ou diligent à l'époque. Donc, puis pour moi, c'est un souci d'équité parce que plus tu as une belle maison près de la rivière, ben plus tu as de l'argent, mais plus tu as à perdre aussi, alors que c'est peut-être là où ça fait le moins de sens d'avoir des maisons. Fait que voilà, c'est mon petit 2 cents. Désolée d'avoir dépassé le 3 minutes. Merci. Merci, Mme Nadeau. Est-ce que, Mme Marchand, vous souhaitez réagir ou prendre quelques questions, quelques réactions? Je partage le point de vue de Mme Nadeau. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, je pense que M. du Bureau des projets il est là, mais à l'heure actuelle, le Bureau des projets en est à l'étape du diagnostic. On n'est pas à l'étape des plans d'intervention, ni du... Comme je l'ai dit dans la présentation, les travaux qu'on fait sur la typologie, que nous partageons avec l'équipe du Bureau de projet, ça sera un intrant lorsqu'ils seront rendus à cette étape-là, mais on n'est pas là à l'heure actuelle. Merci, Mme Marchand. Et merci, Mme Nadeau, pour avoir soulevé ces enjeux de relocalisation, de recréation des milieux et d'équité. Mme Ekem, je crois. Johanna Ekem. Oui, c'est Johanna Ekem de le Centre Intact d'adaptation au climat. Merci, Catherine, pour la présentation. Je pense que ça aide vraiment de comprendre les enjeux sur le terrain au niveau des maisons, mais dans un contexte plus stratégique. Puis je pense que les conclusions ou l'appel à action, ça rappelle un peu le besoin d'une stratégie ou d'une une approche stratégique face aux inondations et à l'érosion aussi. Quand on voit à Gatineau, on va voir en Colombie-Britannique, on va voir sur le côte, on voit les risques venir, ils sont très prévisibles. Moi, quand j'ai regardé Merritt qui était inondé, j'ai regardé où c'était. C'est une confluence de 2 rivières sur le plaine inondable. C'est prévisible que ça inonde. Puis, il faut cibler ces arbres. On doit travailler avec les processus naturels. Ils vont être plus forts que nous dans le futur avec les changements climatiques. Puis, il faut cibler dès maintenant ces endroits pour préparer les gens le fait qu'on ne peut pas défendre les positions non tenables. Ce n'est pas durable. On ne va pas enfoncer encore des investissements dans les localisations où c'est des trous pour les infrastructures de développement. C'est juste, on a mal pris les décisions en avant. C'est un peu mon passion, j'espère que ça vient avec les mots peut-être, mais merci Catherine, j'ai vraiment aimé la présentation. Merci pour cette intervention. Monsieur Durand? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Durand, je suis directeur de la protection du territoire face aux inondations. J'ai vu, Mme Marchand, que vous m'avez appelé Monsieur Bureau de projet pour être certain de ne pas vous tromper. Monsieur Bourdeau. Excusez-moi, mais je n'ai pas de mémoire. Monsieur Durand sait que je n'ai pas de mémoire des noms, puis je l'ai confondu avec un de ses collègues en plus. Alors, j'ose plus dire son nom. Non, c'est bien correct. Puis je ne sais pas si Denis et Thierry sont avec nous aujourd'hui. Je vois Denis, oui, mais je veux réagir sur la présentation à laquelle je viens d'assister. Vraiment, je vous dis bravo, Mme Marchand. C'était très clair et vous êtes fait un excellent porte-parole de tous les principes qui doivent guider qui guident le plan de protection du territoire face aux inondations. Là, vraiment de prendre le temps de rappeler les grands principes de précaution, prévention, santé, qualité, environnement et probablement que je pense que j'en oublie un. Ceci dit, c'est au centre il ne faut pas l'oublier, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant de repositionner toute la démarche autour de l'aménagement du territoire. Là, pour moi, c'était vraiment... c'est ça, de la musique à mes oreilles d'entendre tout ça. Ceci dit, puis là, peut-être que ce n'est pas le bon moment, là, j'ai déjà écoulé tout mon temps, mais
on a parlé, vous avez mentionné là, l'importance de cet intrant aux travaux des bureaux de projet. On est dans une démarche qui va prendre plusieurs années, puis il y a beaucoup d'attentes dans tous les milieux. C'est pas simple pour tout le monde de faire, pour nous, de faire la démonstration qu'on est en action partout puis qu'on réussit à bien s'approprier tout le matériel. Comment voyez-vous la suite des échanges avec les bureaux de projet? Est-ce que vous sentez que la formule qui est en place nous permet d'avancer à un rythme qui répond aux attentes du milieu? Merci, M. Durand. Oui, mon micro est bien ouvert. Est-ce que Mme Marchand souhaite répondre? Ben, je ne vais pas parler pour tous les milieux. Puis, je vais le dire comme ça. Gatineau a une longueur d'avance. Si je pense à nos partenaires, les 3 MRC avec qui on travaille, par rapport à notre connaissance puis notre expertise, on a une longueur d'avance. Puis en termes de données, vous le savez, les données qu'on a, il y en a pas. Vous êtes responsable de plusieurs bureaux de projet. Je ne pense pas que vous avez accès aux données comme on a. Donc, on n'a pas cette. On n'est pas dans la même sphère. Tu sais. Quelqu'un disait, tu sais, il y a des gens qui sont en avant dans les 8 conventionnés. On fait partie du peloton en avant, là, on va dire ça comme ça. Les attentes, ils sont au niveau des citoyens. Les attentes sont au niveau de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, puis pour certains, est-ce que je vais pouvoir rester là? Je mets ça simple. Et c'est là où c'est très difficile, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'a pas je ne l'ai pas dit de la même manière, là, mais c'est pas parce qu'on n'a pas exactement la science parfaite là, qu'on ne devrait pas agir ou qu'on ne devrait pas décider de poser des gestes. Puis là, je me dis que je suis en train de tenir un discours qui est quasiment politique, là, mais je pense que c'est quelque chose, parce qu'on a beaucoup appris, ne serait-ce qu'à Gatineau, on n'avait pas d'informations sur la submersion. Juste de pouvoir vous montrer les cartes qui sont là, puis de comprendre que ce qu'on vivait sur le terrain, ça se rejoint, on est capable de le voir, qu'il y en a plus qu'un mètre d'eau à cette rue-là, etc. J'ai déjà un pan de connaissances qui est... Ça ne se compare pas à ce que je connaissais avant. Puis ça me donne des pistes pour dire comment je peux aménager ça. On a eu des consultations publiques qui ont été demandées, qu'on a tenues avec les différents secteurs qui ont été touchés par les inondations. Les gens avaient toutes sortes de propositions. On va rehausser la rue. Ben oui, on va la rehausser. C'est parce que l'eau, elle va aller quelque part. Mais il y avait toutes sortes de propositions. Mais il y a une attente au niveau des citoyens de dire, bien, si on est inondé, on ne le souhaite pas en 2022, qu'est-ce qui va m'arriver? Avec le régime provisoire qui entre en vigueur le 1er mars, si on a des dommages de plus que 50 %, ils vont devoir ça démolir. Donc, on va continuer le mitage. Évidemment, si vous êtes incendié, c'est la cohérence de cette réglementation. Vous avez le droit de vous reconstruire même si vous êtes en zone 0-20 ans. C'est assez extraordinaire comme cohérence, là. Mais je vous dirais que l'enjeu, c'est les citoyens. On va vivre dans une certaine incertitude. Combien de temps encore? Merci, Mme Marchand. Ça rappelle quand même un certain nombre de travaux universitaires dont je vous écoutais parler. Je me rappelais le titre d'un ouvrage qui est marqué en sciences sociales qui s'appelle « Agir dans un monde incertain ». Un ouvrage dirigé par Pierre Lascaume et d'autres. Monsieur Rodriguez, Orlando. Oui, bonjour Madame Marchand. Content de vous saluer. Et puis très fier d'avoir participé en partie dans la création de ce beau projet qui est la nouvelle cartographie des zones inondables en Outaouais. Aujourd'hui, je vais faire un petit mot en usant mon chapeau de président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. J'étais très fier d'avoir vu l'accueil de la ville de Gatineau et ses partenaires MRC pour impliquer les arpenteurs géomètres dans la capture de l'information qui est nécessaire pour produire toute cette belle carte-là. Comme vous avez dit tantôt, il y a quelque chose scientifique qui est un modèle hydrodynamique qui va représenter un risque sur une carte. Mais pour arriver là, ça nous prend des données géoréférencées précises
qui vont alimenter le modèle, puis qui vont vous expliquer comment les risques peuvent agir sur la réalité. Toutefois, ces informations-là qui deviennent de plus en plus disponibles représentent quand même un risque pour les citoyens. Les citoyens qui vont avoir accès à ces informations-là dans des portails comme GeoInondation qui est mis en place par les gouvernements, mais ne sont pas nécessairement, on va dire, assez connaisseurs de ce genre d'informations-là pour pouvoir l'interpréter de façon claire. Alors, l'enjeu citoyen que vous parlez, il est présent aujourd'hui. Les inondations 2017-2019 sont encore récentes. Mais si on passe 10 ans, 15 ans pendant lesquels il n'y aura pas d'inondation, peut-être que ces cartes-là, on va commencer à les oublier. Mais il faut justement, comme ville, comme Marseille, comme gouvernement, il faut mettre en place des outils pour être sûr que les citoyens qui vont se baser sur ces informations-là pour prendre une décision, qu'ils vont comprendre c'est quoi les risques d'utiliser cette information-là, c'est quoi la nécessité de toujours accompagner d'un professionnel comme l'arpenteur géomètre. Alors oui, on appuyé en commission parlementaire la diffusion large de l'information pour les citoyens, mais message court, les municipalités ont quand même une responsabilité pour informer les citoyens par rapport à ces risques-là, qui ne sont pas nécessairement compris de la même manière par tout le monde, même si on produit des cartes qui représentent une réalité. Merci, M. Rodriguez. Alors, j'ai 2 personnes qui ont levé la main. Il nous reste à peine 5 minutes. Donc, je vais donner la parole à M. Tremblay et ensuite à M. Deschamps. Et on pourra donner l'occasion à Mme Marchand là, de conclure notre rencontre. Alors, M. Tremblay. Oui, bonjour Mme Marchand, merci pour la présentation. Tout d'abord, c'était vraiment intéressant. Moi, je vous parle avec mon chapeau d'étudiant à la maîtrise sous le professeur Maxime Boivin à l'UQAC au Saguenay. Puis on développe aussi un laboratoire urbain à la baie pour restaurer les processus naturels de la rivière à Mars, puis inclure les citoyens. Puis c'était surtout une question que j'avais pour vous, à savoir, dans votre laboratoire vivant, il y a souvent l'idée d'inclure des parties prenantes qui sont aussi des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou quelle manière ou quelle méthode vous avez pris pour entrer en contact puis faire participer, voir de la base, c'est quoi les impacts sociaux sur la population en zone inondable? Il y a eu plusieurs étapes. D'une part, on a fait, je dirais, beaucoup de pédagogie auprès des citoyens pour leur expliquer l'impact que les réglementations successives du gouvernement du Québec avaient pour eux. On a effectivement tenu 4 séances dédiées à des gens directement touchés par les inondations en novembre et en décembre 2019, où on est allé avec une cartographie et une approche assez participative. Je pense, Mario, vous aviez participé à une des séances à EOME, où on a demandé aux gens de nous dire comment ça s'est passé chez vous, puis qu'est-ce que vous pensez qui est le problème ou qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être la solution. C'est clair que les gens n'ont pas l'expertise des gens qui sont ici réunis, mais ils ont une connaissance terrain, puis ils peuvent nous dire, c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais l'eau n'est pas venue de là, elle est venue de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'elle est venue de ce côté-là? Puis on peut commencer à avoir une discussion. On n'a pas repris ces discussions-là parce qu'on était en attente du document sur le règlement provisoire. Mais avec la mise en vigueur le 1er mars, dans les prochaines semaines, on va devoir repenser comment on va informer et accompagner les propriétaires de terrain qui sont affectés par les décisions. Je ferai juste une parenthèse par rapport aux propos de M. Rodriguez, qui bien sûr s'adressait comme président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. C'est que toutes les décisions relativement à la diffusion de la cartographie, à son approbation, et maintenant, en ce qui concerne l'application, ça demeure maintenant une responsabilité du ministère de l'Environnement et les municipalités, on n'a que le rôle d'appliquer. Donc, on n'a plus les mêmes niveaux de responsabilité qu'on avait lorsque la courroie de transmission était le schéma via les règlements. Donc, ça, je voulais souligner cette différence. Merci. Merci, Mme Marchand. Donc, je vais prendre la dernière intervention. Bernard Deschamps, s'il vous plaît. Et puis, après, on aura l'occasion de conclure et puis de vous inviter à participer régulièrement à nos webinaires. Merci. M. Deschamps.
Bonjour, Madame Marchand. Félicitations pour la présentation. Là, on voit qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. C'est très intéressant. Bonjour, Mario. J'ai une question un petit peu plus technique là, sur la cartographie en 2 volets. Le premier, c'est les normes du gouvernement, est-ce qu'elles sont suffisamment, poser la question avec un peu de biais, là, suffisamment contraignantes pour s'assurer qu'à travers la province de Québec, on a une cartographie qui se connecte ou qui soit compatible? Ça, c'est le premier volet. Puis dans le cas de Gatineau, les relevés de bâtiments, est-ce qu'ils ont été faits simplement avec des relevés LIDAR ou également des relevés de terrain? Donc, on s'est déplacé sur le terrain pour aller mesurer la hauteur, par exemple, des seuils, etc. Je ne répondrai pas, monsieur, à la première question parce que ça relève du gouvernement du Québec. Est-ce qu'il est cohérent dans son approche? Il a imposé aux 8 conventionnés qui représentent l'essentiel du territoire urbanisé au Québec. Les 8 conventionnés sont la communauté métropolitaine de Québec, la communauté métropolitaine de Montréal, la MRC Vaudreuil-Soulanges, la ville de Gatineau avec les 3 MRC. De mémoire, il y a aussi, aidez-moi, monsieur Durand, là, je sais votre nom. Je m'en manque, là. Il me manque Sherbrooke, il me manque... En tout cas, on représente les 8 conventionnés, l'essentiel du territoire. Mais à l'intérieur de ces 8 conventionnés-là, le niveau de données qui était accessible, je sais que dans une MRC, il y avait une station hydrométrique. Tu ne fais pas un gros modèle avec ça. Je n'ai pas besoin d'être un grand savant pour savoir que je ne peux pas faire un gros modèle avec une station. Donc, on a des inégalités. Mais comme le gouvernement s'est donné le pouvoir lui-même de dicter quel est le contenu, quelles sont les conditions de la cartographie et qui c'est lui qui se réserve le droit de les approuver, je présume qu'il sera cohérent. La deuxième question, je ne me suis pas exprimée correctement sur le LIDAR. C'est du LIDAR terrestre fait à part de véhicules. Donc, ce sont des véhicules, c'est un peu comme le Google Street View, là. Ce sont des véhicules qui circulent et c'est pour ça qu'on a eu certaines contraintes parce que les bâtiments étaient trop loin pour permettre de capter l'information. Donc, il y a des bâtiments qui sont manquants parce qu'il fallait entrer sur le terrain privé. On a d'autres bâtiments où il n'y avait carrément pas de rue du côté où on aurait voulu mesurer. C'est ce qu'on est en train de regarder, notamment avec la firme qui a travaillé pour nous sur ce mandat-là. Donc, c'est du LIDAR terrestre fait avec des véhicules. La facture, c'est près d'1 million de dollars. Gracieuseté de la convention avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il faut quand même remercier le commanditaire. Merci beaucoup, Mme Marchand. Alors, je vois que M. Durand aimerait peut-être répondre partiellement. Non, la main était levée. C'est ça, peut-être juste pour donner les grandes lignes de la réponse. Là, comme le mentionnait Mme Marchand, les 8 conventionnés ont été guidés par des lignes directrices qui, elles, inspirent fortement un guide méthodologique qui est en cours d'élaboration par le MELCC, comme l'a bien précisé Mme Marchand. C'est dorénavant une responsabilité du MELCC d'approuver la nouvelle délimitation des zones inondables de par cette responsabilité-là et le pouvoir qu'il a de déléguer dorénavant aussi cette responsabilité-là au monde municipal, il se prémunira d'un guide méthodologique qui est en cours d'élaboration et qui devrait venir diffuser avec de façon synchronisée avec le nouveau régime permanent, si je ne me trompe pas. Mais là, je dis ça sous toute réserve là, de mes collègues de l'environnement qui travaillent à élaborer ce guide-là. En attendant, les lignes directrices qui guident les gens dans leurs travaux. Là, donc, je serais fortement surpris qu'on soit complètement à 2 horizons d'un groupe de travail à un autre, mais voilà. Merci, M. Durand. On voit qu'il y a matière peut-être à organiser un nouveau webinaire sur le sujet. Écoutez, il est passé 13 heures. On va devoir clore la rencontre. Merci infiniment d'abord à Mme Marchand d'avoir accepté notre invitation et d'avoir relevé le défi avec brio en nous présentant une présentation qui a permis de susciter la discussion. Je crois qu'au risque, il est possible de revisionner le webinaire. On vous invite évidemment à vous inscrire. Les webinaires sont sur une base régulière, en tout cas à vous informer là, pour voir les webinaires qui vous intéressent.
Je voudrais vous remercier. Vous avez été nombreux à participer à la rencontre et puis je pense que l'idée de ces webinaires, c'est de partager de l'information, d'échanger, de discuter et je pense que les objectifs sont atteints. On vient de partager là, dans le chat l'information sur le site du risque à propos des webinaires qui sont diffusés sur la chaîne YouTube. Ben voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Et encore une fois, merci Mme Marchand. Merci à l'ensemble des participants et à l'organisation du risque et à très bientôt. J'aimerais vous remercier moi aussi. Ça me fait toujours du bien de pouvoir prendre un peu de recul et de ne pas avoir le nez au ras les pas corrects. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.